Spero drivo sega uma kepus. Nuoso dime. Que es nuos demigos magilarios. Doch hem pelit not stati lux da or. En sin drasma koda primas tu da or. L'heure du débrief de House of Dragon, épisode 1. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Bon, déjà, je pense que c'est un peu inévitable, même si c'est un peu chiant, de comparer ça un peu avec GOT. Et je trouve que quand même, quand tu compares les deux pilotes, celui de GOT et celui de House of Dragon, quand même, il paraît plus clair. Parce que déjà, je sais pas s'il y a réellement moins de personnages, mais j'ai eu ce sentiment quand même qu'il y avait moins de personnages. On était plus axé sur une famille. Bon, alors, ça aide parce que tu connais déjà l'univers, tu connais le nom des familles, tu sais te repérer un peu géographiquement sur la carte et tout ça. Bon, après, tout le monde n'est pas spécialiste de l'univers, mais je pense que quand même tout le monde connaît un peu l'univers GOT. Et pour s'intéresser à House of Dragon, je pense qu'il faut un minimum avoir été intéressé par GOT, parce que j'ai pas l'impression que ils aient teasé quoi que ce soit qui puisse intéresser des personnes qui ne s'intéressaient pas à GOT. Je pense qu'ils se sont contentés de surfer sur la hype de GOT. Donc voilà. Mais quand même, faut dire qu'il était plus clair et plus fluide que l'épisode de GOT. Tu vois, on garde toujours les jeux de pouvoir, par contre, comme dans Game of Thrones. Il y a toujours on sent qu'il y a ces complots, etc. Même si pour l'instant, bon, les complots, ils sont gentils, tu vois, c'est la mise en place. Quand tu connais le niveau qu'il y a eu de trahison dans GOT, de violence, etc., tu te dis forcément que là, c'est très gentil et que ça va aller plus loin. Parce que pour l'instant, le ton de narration, pour moi, il est le même que dans GOT. Tu vois, même, il y a des scènes de violence, de sexe, comme dans GOT. Donc du coup, est-ce que House of Dragon, ça va reprendre les mêmes ingrédients qui ont fait GOT? Tu vois, est-ce que ça va se contenter seulement de changer d'époque, mais que ça va être la même façon de réaliser, la même façon de raconter, ça va être le même ton un peu choquant? Est-ce qu'il va y avoir des morts choquantes? Est-ce que les personnages que t'aimes le plus vont mourir? Tout en sachant qu'ils vont pouvoir un peu moins jouer là-dessus, parce que forcément, bon, tout le monde ne connaît pas l'histoire. Après, tu vas me dire, dans GOT, les gens, ils connaissaient aussi l'histoire, ceux qui avaient lu les livres. Mais là, quand même, déjà dans la série mère, la série Game of Thrones, on faisait référence un peu aux Targaryens. Donc, on sait comment ça va finir pour les Targaryens. Il n'y a pas la surprise qu'il pouvait avoir dans Game of Thrones de qui va s'asseoir sur le trône. Là, on sait que les Targaryens, ils vont échouer. Ils vont finir par disparaître. Donc, on sait que ça va aller de plus en plus mal et que là, on est peut-être à l'étape 1 de la descente en enfer pour cette famille. Pour ce qui est du contexte, c'est assez bien expliqué, hein, au final c'est assez clair. Bon, ils font ça simplement, il y a un petit texte écrit au début, une petite animation, 172 ans avant Daenerys, etc. Voilà, ça fait le taf, c'est simple, c'est clair. On est vraiment dans un contexte historique où la famille Targaryen, c'est les plus puissants, ils règnent en maître. Ça a l'air d'être plutôt un règne juste. Voilà, je crois que quand on arrive dans la série, ça fait 100 ans que la famille Targaryen elle a pris le pouvoir. Ils sont super puissants et en fait dès la première scène, voilà, on te fait comprendre, enfin on te le dit clairement même que c'est que la seule maison à pouvoir battre les Targaryens, c'est les Targaryens eux-mêmes, et qu'en fait ils ont 10 dragons adultes, ils sont balèzes, ils ont le pouvoir. La seule chose qu'il faut faire maintenant c'est faire de la gestion. Après tu sais très bien que dans le monde de Westeros la gestion c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et l'intrigue principale de ce premier épisode, et ce qui semble s'annoncer comme peut-être l'intrigue principale de la première saison, et voilà, j'espère que ça sera juste ça, et pas l'intrigue principale de toute la série, parce que ça pourrait être chiant un peu, mais en clair, on va rentrer dans les détails après. Mais t'as le roi Viserys, voilà, il a aucun héritier mâle, il va devoir faire un choix entre sa fille, qui est sa vraie fille, etc. Mais c'est un peu mal vu à Westeros à l'époque qu'une femme prenne le pouvoir, ou entre son frère, et on va voir que son frère, il a pas toutes les qualités pour devenir un roi, et justement, gérer une situation favorable, juste faire de la gestion. C'est pas ça son frère. Donc on va voir ça un peu dans le détail des personnages.
E ora mono trezi sicur, si agevo. Ergoti, sperium. Ma c'est pas vronqui Jalina? Dans le premier épisode, pour moi, il y a quand même 3 personnages qui se dégagent, où j'ai envie de dire l'enjeu est autour d'eux, qui sont vraiment les personnages principaux. Viserys, franchement, les premières impressions que j'ai sur lui au début, bah, tu te dis, ouais, ok, c'est peut-être l'équivalent du Ned Stark, tu vois, si tu veux être en comparaison avec God, c'est le gars, c'est le good guy et tout, bon, c'est un roi, il a du pouvoir, mais quand même, il essaie d'être juste, il est proche de sa femme, etc. Bon, l'image, elle s'atténue un peu au fil de l'épisode, hein, parce que quand tu vois que il doit faire un choix entre sauver sa femme ou sauver son fils qui va naître, et ben, il demande même pas à sa femme, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Il sacrifie sa femme sans lui en parler, parce que, voilà, il est victime de cette inquiétude d'avoir un héritier. Et bon, en général, quand t'es un leader et que t'es inquiet, que tu te laisses inquiéter facilement par les événements extérieurs, t'es pas un très bon leader. Et c'est ce qu'on va voir par la suite de lui, c'est que c'est pas un personnage complètement bête, il réfléchit, mais parfois quand il réfléchit, il prend un peu les mauvaises décisions ou le sort s'acharne contre lui, quoi. Il est un peu poisseux sur les bords. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un personnage qui est tout noir, tout blanc. Ça, c'est appréciable, quoi. Tu vois, au début, il protège son frère. Ah bon, à la fin de l'épisode, il finit par l'affronter parce que son frère, il va beaucoup trop loin, on va le voir plus tard. Mais son frère, il se réjouit de la mort de son neveu, quoi. Donc tu dis, bon, le mec, il abuse un peu. Et là, Viserys, il va l'affronter. Il continue pas à le protéger ou à être trop aveugle. Donc voilà, c'est réaliste, c'est un personnage équilibré. Voilà, au final, tu dis, c'est pas un Ned Stark, c'est pas non plus une Cersei. Il a l'air d'aimer sa fille, il la traite bien. Même s'il voulait absolument avoir un garçon, il le fait vraiment ressentir et parfois il manque un peu de tact. Mais voilà, tu vois, il est pas comme sa main non plus. On va en parler plus tard, qui envoie sa fille comme un objet sexuel et tout. Voilà, donc c'est un personnage équilibré, assez intelligent, qui réfléchit, pas trop impulsif, mais tu sens qu'il a pas le destin avec lui et que Aziz sur la fin ça va être un peu un loser et on peut deviner un peu qu'il va faire les mauvais choix et que ces mauvais choix vont entraîner la chute des Targaryens. Rhaenyra, moi je dirais, c'est un peu peut-être le personnage principal de cette série. C'est peut-être celui qui va se dégager comme le personnage principal. Du coup, pour recontextualiser, c'est la fille aînée de Viserys. Enfin, c'est son seul enfant même, c'est son seul enfant, puisque tous les autres sont soit morts-nés ou il y a eu des fausses couches. Rapidement, je pense qu'il dresse un profil psychologique de Rhaenyra. C'est un peu la Arya de cette série. Tu vois, genre, si on doit encore être dans la comparaison, le parallèle avec Goth, tu vois, elle fait référence à Nymeria. Arya, elle a appelé son loup Nymeria. Elle a un peu un côté aventurier, garçon manqué. Elle n'a pas forcément envie d'être une femme de la cour, de donner des enfants à un mari. Elle préfère les aventures. Bon, ben, elle a un dragon. Elle a envie de partir sur le dos de son dragon, faire plein d'aventures, etc. Malgré tout, tu sens qu'elle a profondément un bon cœur. Elle s'inquiète du sort de sa mère. Elle a envie que son père il ait un fils parce qu'elle se dit comme ça mon père il sera heureux, même si elle va passer au second plan, elle s'en fout. Mais tu sens qu'elle a pas forcément envie d'avoir le pouvoir. Elle dit même dans une scène qu'elle se complaît dans cette position. Et c'est pas quelqu'un qui a avide de pouvoir et qui va tout faire pour l'avoir. Mais au fil de la série, peut-être qu'elle va se prendre au jeu. Et peut-être qu'elle va vouloir garder ce pouvoir en souvenir de son père, parce qu'il lui a fait confiance. Il y a plein de possibilités, mais forcément on sent que le personnage, avec son bon fond de base, va devoir évoluer et devoir faire des compromis sur ce qu'elle est réellement. Et bon, ben voilà, hein, on connaît l'univers, on sait très bien comment ça va évoluer. Daemon, lui, clairement, contrairement à son frère, c'est le personnage, il est excessif, il est violent. Tu sens qu'il a vraiment envie d'accéder au pouvoir, hein. Dès la première scène où on l'introduit, il parle de ça, il est assis sur le trône. Voilà, il est pas là pour rester dans l'ombre de son frère. On sent que malgré tout, c'est un bon leader d'hommes. Ses soldats l'écoutent. Il est un bon combattant, on le voit dans le tournoi, même s'il gagne pas, on voit qu'il est très à l'aise. Après, voilà, moi le personnage me paraît peut-être un peu plus cliché que Viserys, etc. C'est pas le genre de personnage qui m'intéresse, mais tu sens que ça va être un personnage dans les batailles qui va être important, qui va faire passer sa propre carrière, entre guillemets, ou son envie d'aller au trône avant sa famille, qui va trahir les gens, et ça va être sanglant avec lui. Malgré tout, tu sens qu'il est très proche de Rhaenyra, parce que c'est son oncle, du coup, et tu sais pas, du coup, comment la relation va évoluer. Au début, on dirait que
Il y a une tension un peu entre les deux. Est-ce qu'ils sont attirés l'un par l'autre? Alors chez les Targaryens, ce serait pas étonnant. Mais est-ce qu'ils vont pas se faire la guerre plus tard pour accéder tous les deux au trône? C'est la question. Est-ce qu'il va pas être question à un moment de se faire la guerre, puis au final de se faire un mariage pour faire la paix entre les deux? Tu sens que de toute façon leur relation entre les deux, ça va être le cœur de cette saison ou de la série. Et en dehors de ces 3 personnages principaux, t'as forcément une flopée de personnages, même si, comme je l'ai déjà dit, hein, je trouve qu'il y en a moins que dans Game of Thrones. Alors t'as le roi du début, le vieux Jaehaerys. Ah vraiment, je vais écorcher les noms, c'est sûr. Donc bon, lui c'est le roi au début. Je crois qu'il a un règne de 55 ans. Du coup c'est le 4e roi de la lignée Targaryen à Westeros. Bon voilà, il était surnommé le vieux roi. Tu sens qu'il a assuré un bon règne. Et tu sens aussi qu'il est peut-être plus intelligent, meilleur gestionnaire que Viserys. Déjà dans le choix de la succession. Il n'a pas pris une décision autoritaire. Il a évité le conflit en demandant l'avis des gens, des nobles, etc. Du coup, il a compris que la destruction des Targaryens, elle viendrait de l'intérieur. Et il a été un meilleur gestionnaire, il a instauré un meilleur règne que Viserys. Pour moi, c'est assez flagrant quand tu vois comment Viserys va gérer la même situation que Jaehaerys, mais d'une manière beaucoup plus catastrophique. Et encore là, on est qu'aux prémices. Mais je pense que tous les choix que Viserys va faire vont donner une répercussion négative dans la suite pour l'avenir des Targaryens. Là où Jaehaerys avait complètement pris une bonne décision qui en plus le dédouanait, puisque lui n'était pas responsable de l'éviction de sa petite fille. Alors on nous présente aussi Alicent Hightower, c'est la fille de la main du roi. Il y a une scène vers la fin qui est un peu bizarre, où on rentre vraiment dans du Game of Thrones, où elle est envoyée en pâture par son père pour aller réconforter le roi. Donc c'est pas dit clairement, mais on sent que son père il sert un peu d'elle pour avoir les faveurs du roi. Il l'envoie en pâture, quoi. C'est presque un objet sexuel hein, à ses yeux, ce qui est un peu bizarre vu toutes les prostituées qu'il peut avoir à Westeros, mais peut-être que elle, vu qu'elle vient d'une famille noble, elle a reçu une meilleure éducation et peut-être qu'elle apporte pas que une relation sexuelle au roi. Moi je sens que clairement elle va rentrer dans un duo avec Rhaenyra où elle va peut-être gérer plus le côté politique, le côté manigance et tout, pendant que Rhaenyra, tu sens qu'elle va partir à l'aventure, elle va partir sur les champs de bataille avec son dragon. Donc, tu sens qu'il y a un duo qui va se créer et un duo qui sera très complémentaire. Otto Hightower. Bon, du coup, lui, c'est la main du roi. Tu sens dès le début qu'il aime pas Daemon, il est très méfiant, il sent qu'il est incontrôlable, et peut-être que lui ne pourrait pas le contrôler. Parce que tu sens également qu'il manipule un peu le roi, mais pas de manière à vouloir prendre la place du roi, ou etc. Juste en disant, en protégeant les intérêts du royaume, et surtout ses propres intérêts, en se disant, un autre roi, j'aurais pas la main mise comme ça sur lui. Et du coup, il essaie d'écarter Daemon parce qu'il sent que Daemon, il pourrait changer les choses. Même si Viserys restait le roi, il sent que Daemon, il pourrait compliquer sa tâche de conseiller du roi. Mais voilà, il a l'air quand même, pour l'instant, plus ou moins fiable, être une bonne main. Corlys Velaryon. Alors, comme son nom l'indique, hein, il appartient à la maison Velaryon. Les Velaryon, eux aussi, hein, ils viennent de Valyria. C'est comme les Targaryens. Il y a même eu, de toute façon, il y a eu plusieurs mariages même entre ces deux maisons, entre les Velaryon et les Targaryens. C'est deux familles assez proches, et dès le début où les Targaryens ils étaient arrivés sur Westeros, les Velaryon c'était leurs vassaux, ils ont combattu à leur côté. Corlys d'ailleurs il va amener sa maison à l'apogée de son existence. Il y a des choses qu'on voit pas forcément dans l'épisode sur lui, mais on sait que dans l'univers de Westeros c'est un grand navigateur. Tu vois quand même dans l'épisode que c'est un gars qui réfléchit. Il donne pas l'impression d'être le premier à lancer une trahison, une révolte contre le roi, etc. Mais tu sens quand même qu'il a des cartes à jouer, et que s'il sent que le roi est trop faible, il va pas non plus se sacrifier pour le roi, et il va peut-être conduire quelqu'un d'autre. Il serait pas contre que Daemon prenne sa place, parce que pour lui c'est ce qui lui semble le plus juste. Mais si en même temps... Lui, vu qu'il est marié à la petite fille de l'ancien roi, s'il pouvait avoir des cartes à jouer, il serait pas contre, il saurait se placer aussi. Donc voilà, c'est pas un mec que tu peux avoir aveuglément confiance en lui, mais si t'es un roi puissant, tu sais que c'est pas lui qui va monter des plans pour absolument te trahir, quoi.
Ensuite, il y a sa femme, la femme de Corlys Velaryon, la princesse Rhaenys Velaryon, du coup. Elle, tu la vois dans la première scène, hein, elle aurait pu succéder à son grand-père, mais le conseil qui a été réuni, ils étaient réticents à ce qu'une femme prenne le pouvoir. De toute façon, tu le vois même dans Game of Thrones, ça se passe 172 ans après, et tu vois que les conseillers Daenerys, ils lui disent aussi, ils peuvent être un peu réticents, les nobles, d'être conduits par une femme. Donc imagine bien que quasiment 2 siècles auparavant, c'était sûrement la même chose. Le rôle pour moi qu'elle pourrait avoir dans la suite de la série, ça serait sûrement de prendre part au combat dans le pouvoir, parce que ça se voit qu'au début elle le prend mal, elle espérait vraiment pouvoir succéder à son grand-père, elle était légitime en plus, donc je pense que forcément elle va prendre part au combat, soit pour soutenir un parti, ou alors faire semblant de soutenir un parti pour récupérer le pouvoir derrière. C'est sûrement le rôle qu'elle va avoir. I bought you something. Do you know what it is? It's Valyrian steel. Moi, ce que je retiens de cet épisode, il y a vraiment 2 points. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un parallèle entre le rôle de l'homme et de la femme. Déjà, le montage qu'il y a entre la scène de bataille et l'accouchement et la mort de la reine. Tu vois vraiment que on sent que le rôle de la femme est sous-estimé, parce que dès le début de l'épisode aussi, on te dit les gens ne veulent pas qu'une femme les gouverne, même s'il n'y a pas réellement de loi qui l'interdit. Et en fait, cette scène de la bataille, elle montre, comme c'est dit, des guerriers qui ne connaissent pas la guerre, donc qui s'ennuient, donc qui s'entretuent, mais s'ils avaient vraiment connu la guerre, ils feraient pas ça. Et en parallèle, t'as une femme qui, elle, va connaître la mort parce qu'elle mène une réelle bataille. Elle se défoule pas et elle conduit pas à la mort par une rage ou quoi que ce soit. Elle se bat contre la mort pour donner une vie. Et il y a un vrai parallèle entre, du coup, le rôle des hommes et le rôle des femmes. Et du coup, Rhaenyra, je pense qu'elle va représenter les femmes dans le fait de vraiment accéder au pouvoir et de montrer que on n'a pas juste un rôle de fournir des héritiers mâles, etc. Donc je pense que ça, c'est le premier point qui m'a marqué et qui a été mis en avant par plusieurs points dans l'épisode. Puis ensuite, il y a la grande révélation. Bon, alors cette révélation, c'était une théorie qui existait depuis un petit temps sur Internet, mais qui maintenant, elle a été canonisée. Donc du coup, les Targaryens, ils seraient venus sauver le monde à Westeros, ils seraient pas venus seulement prendre le pouvoir. Aegon, il aurait eu une vision d'une menace qui venait du nord, et du coup, le seul moyen pour empêcher cette menace, c'est qu'il y ait un Targaryen sur le trône. Donc les Targaryens, en plus de contrôler les dragons, puisque dans cette scène également, on apprend, il y a quand même Viserys qui dit à sa fille, parce qu'il annonce à sa fille qu'il veut qu'elle soit son héritière, il lui dit « on n'est rien sans les dragons ». Bon, c'est vrai, mais ils ont quand même le pouvoir de maîtriser les dragons, et en plus ils auraient aussi un pouvoir de vision, parce que Aegon aurait eu la vision d'une menace venant du nord. Viserys, on l'apprend dans l'épisode, il a eu la vision de son fils mort-né. Daenerys aussi avait eu sa vision d'un trône sous la neige. Du coup, on pourrait dire quand même que les Targaryens, ils ont aussi peut-être un pouvoir de vision. Ça rajoute à ce côté mystique qu'il y a avec les dragons et leur venue de Valyria, etc. Donc voilà, il y a quand même une révélation. Ça étend l'univers un peu de Game of Thrones. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur ça tout au long de la série? Est-ce que ça va continuer à creuser par là, ou est-ce que c'est vraiment une piste qu'on va laisser de côté, quoi? Moi, j'ai trouvé quand même que c'était un bon épisode, hein. C'est une mise en place, donc forcément c'est moins excitant que là où on en était resté avec Game of Thrones, avec un affrontement final. Donc en fait t'as un peu cette impression de redescente, mais quand tu compares au premier épisode de Game of Thrones, c'est franchement, il n'y a pas à rougir. Après, personnellement, je trouve les personnages moins charismatiques, mais il y en a beaucoup qui sont dans leur version jeune. Donc à voir avec leur version adulte, peut-être qui paraîtront plus charismatiques. Après, c'est pareil, hein, tu revois Jon Snow au premier épisode de Game of Thrones, est-ce que tu le trouves pas random, peut-être un peu? Mais bon, c'est ce petit côté-là pour chipoter un peu. Sinon, voilà, tu sens qu'il y a les effets spéciaux. Moi, j'ai pas vu de trucs qui m'ont choqué. L'épisode, il est de bonne qualité. C'est vrai que tu perds cet effet de nouveauté qu'il y avait dans Game of Thrones, etc. Surtout qu'on garde la même façon de le raconter pour l'instant. Donc, est-ce que cette tonalité, cette façon de l'exprimer, de raconter les choses,
ça sera propre à toutes les séries qui viendront de Westeros, ou alors qu'ils vont garder un autre ton pour d'autres spin-offs, parce qu'il y aura peut-être d'autres spin-offs. Donc voilà, enfin en tout cas pour l'instant, je suis pas extasié, mais je trouve ça super. Je trouve j'ai passé un bon moment devant l'épisode, et quand tu vois quand même beaucoup d'autres choses qui sont produites en ce moment, c'est plutôt agréable à regarder.